Bon. Bon, là, cette image-là, vous la connaissez aussi, vous l'avez vue dans différentes présentations, avec justement le frelon asiatique et la comparaison avec notre frelon européen. Là-bas, c'est tout noir, avec les pattes jaunes, bah, évidemment, c'est à votre gauche, droite, pardon. Bah, c'est le frelon asiatique. Qu'est-ce que je suis? Voilà. Quand il est venu, bon, ça c'est un petit rappel avant de parler de ce qui se passe dans le Grand Est. Petit rappel, il est arrivé chez nous dans le sud-ouest à Nérac. Et puis ensuite, il est remonté tranquillement, suivant les autoroutes, les cours d'eau. Arrivé à Dijon, et puis ensuite, chez nous, dans le Grand Est, justement, en 2004, il est passé par la Marne, par l'Aube, et puis après, récemment, ceux qui se croyaient indemnes ont découvert en 2023 qu'ils étaient également impactés par le frelon asiatique. On peut dire que ceux qui sont le plus touchés, comme vous le voyez, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, et moyennement touchés tous les autres départements. Le choix du frelon asiatique, c'est la grande ville. Ils préfèrent être là-bas, sauf que souci pour les gens qui l'habitent, c'est qu'il y a des risques de les rencontrer et puis de se retrouver en taillant une haie ou quelque chose, d'avoir un nid tout près de se faire piquer. Donc il y a un gros souci de ce côté-là, puisqu'ils préfèrent donc la ville, la campagne, et puis ensuite les milieux humides, avec ce que vous voyez en dessous, les petites pastilles, avec son repas préféré. Bon, il y a un moment donné, évidemment, il va manger beaucoup plus d'abeilles. Donc, quelquefois, on peut s'interroger sur la présence des abeilles dans les agglomérations, puisque croyant qu'elles étaient bien à l'abri, pas les pesticides en campagne, parfois c'est l'inverse, elles se font quand même manger par ce fichu frelon. Un nid, si vous n'en aviez encore pas vu, en voici une coupe. Généralement, un bon gros nid va vous présenter 8 belles galettes. À l'intérieur, beaucoup de cellules, plus de 6000 parfois. Des ouvrières, donc qui vont travailler pour la reine à un moment donné, ce qui représente plus de 13 000 individus dans l'année. Et ils mangent plus de 11 kilos. Donc 11 kilos d'insectes, quand on sait le poids d'un insecte, et qu'il y en a 11 kilos, c'est quand même très impressionnant. Par contre, ce qui est aussi très impressionnant, c'est la petite bouteille que vous voyez, parce que si on piège et qu'on met à la limite 4 petites bouteilles, c'est l'équivalent d'une prédation d'un nid. Donc, comme c'est indiqué dans le plan national, évitons de piéger avec des bouteilles. Son cycle de vie, juste un petit rappel quand même, parce que en mars-avril, on a les fondatrices qui nous arrivent, qui vont émerger. Elle va préparer son nid avec son petit chapeau, mais vous allez le voir tout à l'heure aussi, tout ça. Elle fait son petit chapeau, son petit parapluie, elle prépare ses cellules. Et puis, elle va pondre. Quand on va au nombre de jours, en 7 jours, elle va faire quelque chose. Mais après, quand elle va avoir ses premières ouvrières, entre l'œuf et les ouvrières, selon la météo, il y a entre 40 et 50 jours avant que le premier imago ne puisse sortir, travailler et puis prendre le relais. Puis ensuite, évidemment, elles vont travailler, les ouvrières, comme tout bon ouvrier qui se respecte, faire grossir le nid. Puis à un moment donné, comme il y aura assez d'ouvrières, elles vont préparer un secondaire, c'est souvent le cas. Et là, ce nid secondaire va être très souvent en hauteur, à l'abri sous les feuilles, et qu'on ne découvrira qu'en ce moment. Puisque là, ça commence un petit peu à jaunir et à tomber. Mais pas de chance à ce moment-là. Comme vous le voyez sur le graphique, ça tombe au moment de la production des abeilles d'hiver. Donc il y a un souci pour l'apiculteur, outre les gens qui vont se promener à côté du nid, qui vont peut-être les déranger. Mais on se retrouve quand même avec un impact sur nos abeilles. Et puis évidemment, s'il y a eu beaucoup trop d'abeilles de manger, on va le voir plus tard, la ruche, elle est condamnée. Donc il faut surveiller les ruches aussi. On les surveille le varroa, mais on surveille aussi nos ruches avec le frelon.
Les impacts économiques, parce que ça existe aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on n'a plus de rentrée de nectar, puisque la reine va arrêter de pondre, il n'y aura plus de sortie d'abeilles, plus de nectar, il risque d'y avoir aussi une perte à ce niveau-là. On peut l'estimer dans la moyenne, si je prends mon petit bip, faut que je fasse comme ça, le petit bip par ici, voilà, 2,5 millions, bref, on va avoir un petit peu de pertes. Puis il y en aura aussi après. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Paralysie, ça je l'ai expliqué, je n'y reviens pas, on va les voir ici. Ça c'est le premier intervenant ce matin qui en a parlé, les réactions des cellules des abeilles. À un moment donné, elles vont réagir. Donc on appelle ça un stress qui est lié à la prédation, stress oxydatif. Bon, il y a des recherches, moi je ne suis pas chimiste non plus, vous avez toute une liste des choses qui se produisent chez les abeilles avec des modifications dans les cellules, elles vont vieillir prématurément, c'est un peu comme nous quand on est stressé, on vieillit un peu plus vite, c'est probable aussi. Impact évidemment avec certaines maladies, puisqu'elles sont moins résistantes, elles sont plus fatigables et fatiguées. La santé de la colonie, c'est quand même important. Plus de ça, il faut savoir qu'elles ont le varroa, on en a parlé juste avant, donc elles ont le problème dehors, elles ont le problème dedans. Du coup, il faut peut-être penser à les nourrir à un moment donné si elles n'ont pas pu rentrer suffisamment de réserves avec le bon pollen et avec les bons ingrédients qui leur vont bien pour survivre. Sur l'écosystème, évidemment, il y a aussi un impact qu'on peut résumer comme les petites abeilles tout en dessous, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a présence du frelon, tout est divisé pratiquement par deux, c'est-à-dire la visite sur les fleurs, le temps de se balader, et puis la pollinisation évidemment qui du coup se retrouve réduite, divisée par deux. Donc un gros impact aussi de ce côté-là, à cause du frelon. Le mécanisme de défense des abeilles, elles se défendent, mais pas encore comme celle qui est Serranae. Elle a déjà trouvé des systèmes, mais ça fait longtemps qu'elle vit avec le frelon, donc elle a eu le temps quand même de se développer. Un peu plus de 1000 années, à mon avis, elle s'est adaptée. Donc elles sont capables, elles, de recruter beaucoup plus de gardiennes. Les mécanismes de perturbation... bon, ok, ils ont tout ça. Être capable de faire la fameuse boule, apparemment par rapport à la nôtre, il y a eu des possibilités que ce soit déjà acquis, mais ce n'est pas une généralité, donc on ne peut pas dire elles ont trouvé, c'est pas pour tout le monde. Et puis évidemment, nos abeilles à nous, elles reviennent à la ruche beaucoup plus lentement. Donc, temps de visite trop court, le temps de revenir quand elles rentrent à la ruche, parce que si elles rentrent à la ruche et puis qu'il y a le frelon qui les attend et qui est plus rapide qu'elles, c'est fichu pour une partie des abeilles. L'estimation des pertes, c'est ce que aussi je pensais tout à l'heure. Nous, niveau Grand Est, on est par ici, voilà, avec une moyenne de 1,5 million de coûts économiques de perte des abeilles. J'ai un petit peu dit tout à l'heure. Puis ensuite, évidemment, il faut racheter ces ruches, puisqu'il y en a qui sont perdues. Donc ça a un autre coût. Environ 25% de ce que vous récupérez comme argent sur la vente des miels, des produits de la ruche, vous réinvestissez tout ça pour récupérer pour refaire votre cheptel. Donc c'est aussi une surveillance à avoir pour ne pas perdre trop d'argent. Donc ne pas hésiter à les protéger parce qu'il va falloir passer à ça et je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Donc le coût de la destruction, ce qui est à retenir, c'est qu'actuellement, il y a juste 30% de nids qui sont détruits avec un coût annuel de 11 millions et quelques, donc pratiquement 12 millions de coûts. Ça représente quand même un petit peu d'argent. Si on arrivait à en détruire plus de nids, on serait peut-être là-bas avec un peu plus de jaune que de rouge. Bon, il faut espérer, il faut continuer de s'engager dans la lutte et de faire en sorte que beaucoup plus de personnes s'engagent dans cette lutte contre le frelon asiatique. Donc les pièges au printemps, mais on va en parler aussi.
Bon, il y a des règles, parce qu'en ce moment, on est dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'il faudrait faire détruire les nids, de préférence avant que les fondatrices ne quittent ce fameux nid. Elles vont le quitter en 3 temps. Elles ont déjà commencé, puisqu'il y a eu déjà fécondation des gynes par les mâles. Donc, les départements, le préfet peut faire quelque chose, le préfet de département peut faire quelque chose aussi. Il peut faire procéder à une destruction, mais c'est souvent quand on dit que le nid peut être dangereux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse détruire les nids, point à la ligne, où qu'ils se trouvent. Un frelon ne sait pas, il n'a pas le cadastre en tête, donc il ne sait pas si là c'est du terrain privé ou si ça c'est du terrain public. Lui, il se met là où il est bien et où il est tranquille parfois. Les maires, donc aussi cette possibilité de faire détruire, d'ordonner de faire détruire, mais c'est toujours la même idée derrière, c'est en cas de risque. Bon, risque avéré qu'on va voir tout à l'heure. S'il refuse d'obtempérer, le maire peut lui donner une amende de 150 €. Donc des fois, ça peut faire réfléchir, mais encore faut-il que le maire soit au courant. Mais ça, c'est important de leur dire. Présence avérée et urgence avérée. Bah, évidemment, si c'est dans un lieu public, il n'y a pas de souci, c'est les SDIS qui vont intervenir et puis qui vont venir détruire le nid et puis qui vous font part éventuellement de la destruction au niveau des GDS. En préfecture, ils ne le disent pas. Urgence non avérée, bon ça c'est, je vous dis, c'est quand même un gros problème quelque part. Il faut que ce soit un danger immédiat. Bon, bon voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Parce que, évidemment, destruction de nid dit matériel, et qui dit matériel dit acquisition, prix, argent dépensé. Et y a des gens qui n'ont pas envie de faire détruire un nid parce qu'il faut dépenser parfois plus de 100 €, parce que plus le nid est haut et plus c'est cher. Voilà. Voilà. Bon, qui paye, ma foi, c'est à la charge des propriétaires si personne ne veut faire quelque chose. Et il y a des fois des appels de personnes qui disent moi je voulais partir en vacances, mais il va falloir que je dépense 100 €. Moi j'étais déjà juste dans mon budget, qu'est-ce que je fais? Après, voilà, il y a aussi ce qu'on pourrait dire, c'est une action civique, une action citoyenne de faire détruire quand même ce nid. La détection des nids. Voilà, comme ça, tout trouble. C'est tout trouble comme ça, on ne le voit pas, mais là, Pascal. Ben non, t'as ton truc, moi ça c'est mal. Je vais essayer de vous éclairer sur le sujet. Donc, comme Liliane l'a expliqué, là, on a vu la réglementation pour la destruction des nids. Cette réglementation, c'est la réglementation, justement, c'est la loi, mais elle est appliquée un petit peu, alors pas appliquée de façon différente, mais il y a des politiques différentes suivant les territoires. On verra tout à l'heure avec 2 collègues ce qu'ils ont mis en place pour la détection des nids. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'harmonisation sur le Grand Est par rapport à cette destruction. C'est un petit peu chaque département ou chaque GDS avec ses moyens financiers et matériels qui réalisent donc le travail, mais surtout s'il y a un appui politique aussi dans le département. C'est-à-dire que s'il y a une prise en compte des pouvoirs publics locaux pour une aide à la destruction des nids, ça change toute la donne. Si les mêmes pouvoirs locaux ne s'intéressent pas à ça, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour nous, associations. Donc la détection des nids, alors bien sûr, il y a déjà le nid primaire à prendre en compte. Les nids primaires, ils sont très souvent donc faciles peut-être à trouver, mais à identifier. Ils sont à hauteur d'homme, souvent, dans les cabanes de jardin, les choses comme ça, les abris à oiseaux, des nichoirs à oiseaux, des mangeoires à oiseaux, etc. Et il faut les détruire quand on observe la fondatrice dessus. Comme ça, on est sûr que ce soit bien un nid de frelon asiatique. Et quand on le met en boîte le soir, on sait que la fondatrice est dedans. Donc là, ça n'ira pas plus loin. Après, la deuxième difficulté, c'est les nids secondaires. Donc là, ils vont être déjà de plus conséquents. Autant que le nid primaire, c'est accessible un petit peu pour tout un chacun sa destruction. Hein.
les nids secondaires, vaut mieux pas s'y frotter si on n'est pas équipé, donc avec une tenue ad hoc contre les piqûres. Ce qu'on rencontre de plus en plus maintenant sur nos départements, ce sont des nids qui sont des nids secondaires à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans les haies en périphérie des maisons, dans les ronciers, etc. Et là, quand on intervient, qu'on passe à côté, on risque vraiment de se faire attaquer. Et puis bien sûr, les nids qu'on va retrouver dans les arbres en hauteur. Donc là, on peut tous être partenaires des interventions, hein, que ce soit l'apiculteur, les collectivités, les entreprises paysagistes, les chasseurs, peut-être un peu moins, les entreprises et les particuliers. Alors pour trouver les nids, hein, on a vu les nids primaires, il n'y a pas forcément de... C'est une curiosité, on va dire, visuelle de notre part. Il faut qu'on les cherche et qu'on arrive à les trouver. Donc, par contre, les nids plus conséquents, les nids secondaires, là, quand on commence à avoir de la prédation sur les ruchers, il y a une technique, c'est la technique du pot à mèche, qui nécessite pas de coût. Hein, donc il faut quelques petits ustensiles qu'on voit là-haut. On va dire un filet à papillon pour attraper le premier frelon, un marquage de renne, hein, un pot à marquage avec un crayon, et puis un pot de miel, on va dire, avec une mèche bien humide dedans qui permet au frelon de se gaver de sucre. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cette technique, parce que je ne la maîtrise pas. Par contre, on peut la retrouver en détail sur Internet. Il y a des fiches qui sont proposées et qui permettent donc de bien faire un pas à pas pour acquérir cette technique. Donc, le but, c'est de trouver d'où viennent les frelons qui attaquent votre rucher. Donc, on a vu, pas beaucoup de moyens, peu coûteux. Pas beaucoup de moyens, c'est des moyens humains qu'il va falloir parce qu'il suffit d'une personne, en général c'est nous l'apiculteur, et on y passe quelques heures. Hein, le but c'est de gaver un frelon qui est souvent afféodé en nourriture sur de l'abeille. Il faut lui faire changer son régime alimentaire temporairement pour l'amener sur du sucre. Et une fois qu'il s'est bien gavé de sucre, vous le libérez. Il repart au nid. Et donc, il va se rapporter ses provisions au nid. Et comme il a bien travaillé assez facilement, il va revenir à ce pot et ainsi de suite. Donc, une fois qu'il a des navettes qui sont devenues assez routinières, lui, il optimise son déplacement en temps et en trajectoire, pardon. Donc, il va aller à la ligne droite la plus possible. Et ça nous permet de le chronométrer ensuite, comme il est marqué, on sait bien que c'est toujours le même qui revient. Et on sait qu'il va faire une distance donc, de 100 mètres à la minute et qu'il va rester dans le nid environ 1 minute 30. Donc on prend le temps total d'un aller-retour, on enlève 1 minute 30 dans le nid. Et puis après on divise ça par 2 et en minutes on a le nombre de centaines de mètres avec la trajectoire. Alors ça permet de dégrossir, hein. C'est sûr que si on arrive dans un bosquet bien feuillu, on n'aura toujours pas trouvé le nid, hein. Mais on saura à peu près où il se trouve. Alors l'étape suivante, ah là, j'entends les rires, hein. Donc l'étape suivante c'est la radiotélémétrie. Alors, on en a tous entendu parler, plus ou moins, et en fonction des évolutions technologiques, en fait, les balises qui au début étaient assez conséquentes pour le frelon, là on voit la pile bouton, l'émetteur, l'antenne, elles se sont miniaturisées et on arrive à avoir aujourd'hui sur certains fournisseurs, on va dire, du matériel qui est déjà bien compétitif et pointu pour équiper le frelon. Alors la technique c'est on fait le pot à mèche. Alors vous allez me dire pourquoi, tout simplement pour retrouver une direction et une distance à peu près du nid potentiellement où il est.
Hein, on sait qu'il va se trouver à X mètres de notre rucher, là, dans un bosquet. Et on attrape donc un frelon qu'on va équiper. Alors, il existe, comme je disais, différents kits de radiotélémétrie. C'est quand même assez onéreux. Hein. Ça peut aller de 1 000 € à 3 000 € environ, l'équipement. Avec quelques balises. Une balise, ça coûte entre 60 et 120 €. Donc il faut essayer de les récupérer. C'est pour ça qu'on positionne les gens là-bas. Alors, c'est sûr que l'avantage, c'est de trouver, quand on a un nid ou plusieurs nids de frelons qui vous pourrissent la vie du rucher, on a tout intérêt à les trouver quand même. Hein. Ça motive. On équipe un frelon donc avec la balise, on le lâche et c'est le frelon qui est marqué, donc on sait vers où il va aller, parce que ça pourrait être un frelon d'un autre nid qui prenne une autre direction. Et donc quand on fait ça, on a mis les 2-3 copains avec les antennes réceptrices sur le pourtour de l'endroit où on suppose avoir le nid. Et avec les antennes, ils arrivent à localiser plus précisément l'endroit où le frelon est arrivé dans son nid. Voilà. Alors là, il y a un prix, donc c'est une méthode qui est coûteuse aussi en moyens humains, beaucoup plus, parce que là, il faut tourner à 3 voire 4 personnes facilement. Et en temps, bien sûr, c'est chronophage, il faut plusieurs heures. On pourrait considérer qu'il faut une demi-journée pour trouver un nid. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui est en test dans les Ardennes, 08, où ils ont pris, il me semble que c'est sous forme de prestation, la recherche de nid. Dans les Vosges, il y a une association qui a fait l'acquisition d'une valise, qui semble en être contente. Et puis, nous, c'est en étude, enfin, c'est en réflexion pour le GDS d'en faire acquisition. Déjà au moins d'une. Le but, c'est quoi? On imagine bien que c'est pas chaque apiculteur qui va s'acheter sa valise, hein. Mais ce sont les syndicats, les collectivités apicoles, on va dire, qui peuvent en faire acquisition et les faire tourner chez les apiculteurs. La grosse difficulté, c'est pas l'achat de la valise en soi, pour un syndicat, hein, c'est l'utilisation. C'est de mobiliser 4 personnes pour faire la recherche. Là, c'est long, c'est chronophage. Et quand vous aurez cherché vos nids autour de votre rucher, eh ben, il faudra aller aider les copains après. Donc, voilà. Il faut trouver la motivation aussi. Hein. C'est un de nos tendons d'Achille. La destruction des nids. Allez, à toi. Ben oui, ils ont trouvé le nid, c'est bien, mais après, il faut le faire détruire. Et là, propriété publique, propriété privée, on ne sait pas. Alors, j'appuie là-dessus. Allez, je vous laisse bien observer les moyens qui peuvent être utilisés. Hein, le lance-flamme, voilà. Bon. Allez, voilà. Je pense que vous aviez trouvé. Le lance-flamme, il vaut peut-être mieux éviter. Bon, après, le produit en dessous, à hauteur d'homme, pourquoi pas. Bon, la nacelle, bon, c'est coûteux, mais s'il faut faire le détruire parce que ça tombe bien, celui-là, il est juste dans un domaine public. Donc, le coût de l'achat de la location de la nacelle, ça va être pris en compte par la mairie. Voilà. Bon, ça, c'est plus ou moins interdit, hein, parce que dans le plan national, ça doit pas exister. Mais parfois, ça arrive. Hein. Faut le faire détruire. Bon, après, je vous ai dit tout à l'heure, ça a quand même un coût. Oui. Bon, après. La destruction par des certibiocides, évidemment, beaucoup de personnes se sont engagées dans cette manière de détruire les insectes qui sont perturbateurs. Ils ont leurs certibiocides, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils savent comment on détruit ce nid. Ils ne sont pas formés, ça n'existe pas. Donc ça, c'est peut-être un créneau aussi à trouver, c'est former des gens à détruire des nids, parce que
On voit, on a beaucoup de retours avec un peu d'aberration quand même. Alors, bon. Alors, notre suite. Oui, parce que quand on détruit et puis qu'on utilise des produits qui ne sont pas reconnus dans le plan national, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc le mieux, c'est d'utiliser les pyrètres naturels. Ça fera un peu moins de dégâts sur l'entomofaune, puisqu'on voit que le pyrètre agit quand même sur le système nerveux des animaux, hein, enfin des animaux à sang-froid, mais quand même, tout le monde a le droit d'exister hein, dans la nature. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça ne persiste pas dans l'endroit naturel, enfin dans l'environnement, c'est une chose, et qu'on peut laisser le nid sur place. Bon, parfois, moi mais c'est à titre personnel, là, j'ai un peu de réticence à me dire, on va laisser le nid comme ça, voilà. Et puis, évidemment, l'autre, les machines de synthèse, leur permétrine et compagnie, il faut décrocher le nid. Bon, alors s'il est en hauteur et que le désinsectiseur va le laisser, et que ça tombe par terre en hiver, s'il y a un petit chat qui se balade et qui grignote parce qu'il a vu quelque chose et qui mange tout, le petit chat, il va pas passer longtemps en bonne santé. Donc, dégâts collatéraux qu'il faut peut-être éviter quand même. Hein. Alors, il y a aussi cette chose-là qui est en étude, qui est pas mal. Ce n'est qu'un prototype. C'est comme tout à l'heure pour traiter le varroa avec la chaleur. Oui, mais c'est à l'étude. Bon, vous voyez que la personne qui utilise ce type d'engin est très équipée parce que c'est de la vapeur, ça sort quand même à plus de 47 degrés, donc ça peut chauffer un petit peu quand même, donc il faut être équipé. Tout ça pour faire l'équivalent, de la température que les abeilles Serranae pouvaient faire sur le frelon chez elles. Hein. Le piégeage, parce que ça c'est quand même une chose qui va être très importante pour tous, que ce soit des apiculteurs ou d'autres personnes, il faut arriver à penser à piéger au printemps. En ce moment on piège, j'appelle ça la protection de rucher. Piégeage de printemps, après il y a une efficacité quand même assez importante pour protéger nos ruches. Hein. Évidemment, préférer des pièges sélectifs. Il y en a 3 de reconnus dans le plan national. Donc c'est le Bivital, et puis ensuite le Osaka, et puis le petit piège Robida qu'on voit un peu en dessous. Bon, les appâts, je crois que chaque GDS envoie les conseils et consignes de piégeage avec les choses recommandées. Tout ça, tout le monde le fait. Puis il y a aussi des informations qui sont données sur Internet. Évidemment, il y a une chose aussi qui est dite, c'est ne pas piéger préventivement. C'est toujours pareil. Je vois l'Alsace, ils viennent d'être envahis. Si ça vient juste, ça faisait déjà quelques années qu'ils l'avaient, mais qu'ils n'avaient pas vu. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit peu compliqué, mais c'est inscrit comme ça. Il faut faire attention. Et puis, il faut toujours se référer au plan national de piégeage de nos fameuses fondatrices, puisqu'au printemps, on a vu le cycle du frelon. Au printemps, elles vont émerger. Donc, c'est là qu'il faut essayer d'en attraper le plus possible. Et ça ne fait que 3 ans qu'on est autorisé à piéger au printemps. Il est arrivé en 2004. On est en 2025. Je vous laisse faire le compte. On a un petit peu de retard quand même. Donc, voilà les fameux pièges. Donc, on a... voilà, le Robida, enfin le Bivital, pardon, j'ai appelé je ne sais plus comment, le piège japonais, et puis le fameux Robida. En dessous, il y en a d'autres qui ne sont pas reconnus dans le plan national, donc je ne vais pas au-delà. Voilà. Alors là, ce qui est à bannir, vous avez vu la petite bouteille tout à l'heure qui fait autant de dégâts qu'un nid. Vous en mettez 4 et vous avez 11 kilos de perdus. Je suis désolée pour Veto Pharma, mais ce piège-là, non. Je l'ai. C'est l'ancien, là. C'est l'ancien piège. C'est l'ancien. Le nouveau est en test. Hein. Oui, mais pour moi. Tout à l'heure. Voilà. Hein. C'est pour l'instant, il est à bannir. En plus, on sait que le frelon, il aime la lumière. Or là, l'entrée du piège, elle est noire. Je ne suis pas sûre que même attiré par les bonnes odeurs, voilà, on ne va pas lui demander.
On va essayer, mais voilà. Et puis à bannir le piège-cloche, parce qu'évidemment, là, il y a double peine. C'est tout le monde qui rentre dedans, tout le monde qui se fait, qui se noie. Il y a bien tous les diptères qu'on a vus, tous les hyménoptères et compagnie. Toutes ces petites bestioles-là, elles ont le droit de vivre aussi. Donc il ne faut pas. Parce que si on les piège, qu'elles meurent, il y aura déjà beaucoup moins d'insectes. Mais s'il y a moins d'insectes, je pense que les petits oiseaux vont payer aussi le tribut. Enfin, c'est un cercle sans fin. Hein. Bon, ça c'est pareil, c'était quelque chose à l'étude, c'est aussi un prototype. Bon, qui aura certainement son importance, c'est d'arriver à trouver les phéromones d'alarme. Je sais qu'on peut, quand on met dans un piège, on met nos appâts et tout. Le meilleur appât reste dans un piège le frelon, puisque lui-même va émettre des phéromones, mais on pourrait très bien, après, avec ces recherches, arriver à mettre des phéromones d'alarme de synthèse, je suppose. Hein. Là où c'est que je vais, c'est là. La même chose, des phéromones mélasexuels. Pourquoi pas? Alors là, c'est pareil, c'est à l'étude, donc je ne peux pas aller plus loin au niveau de ce document, parce que ça peut être sexuel, ça peut être pour attirer les mâles, pour faire croire qu'ils ont des femelles à féconder, et donc les attraper. Donc pas de fécondation, pas de gyne fécondé, pas de truc au printemps. Mais ça, c'est de leur ressort, c'est pas du mien, c'est juste ma réflexion personnelle. Là, hein. La protection des ruches, et là, je crois que je vais passer la main à Pascal pour la protection des ruches. Je reviens juste sur les pièges qu'on a vus, les pièges interdits. La version du piège Vetopharma, c'était l'ancienne version, et la nouvelle version avec les trous calibrés, etc. Et en cours d'essai, n'est-ce pas? Voilà. Je tenais à le préciser quand même. Alors, merci. La protection des ruches... On a vu le piégeage de printemps important, destruction des nids important, et puis donc la protection des ruches, c'est peut-être c'est le troisième point, et c'est certainement celui qu'il faut retenir. C'est une diapo qu'il faut retenir. Moi, de cette présentation, ce serait plutôt celle-là, où on s'aperçoit donc l'activité de vol donc de la colonie, vous voyez, qui est à 100% quand il n'y a pas plus de 2 frelons asiatiques, 0 frelons, je suis à 100% d'activité, tout va bien, hein, tout est normal. Et donc, quand je commence à avoir quelques frelons qui arrivent, tout de suite, l'activité, elle commence à chuter. Donc on a vu l'activité, elle chute, la dynamique de la ruche n'est plus existante, donc ça commence à s'écrouler. Plus de ponte, plus de rentrée de nectar, de pollen, etc. Donc le bol alimentaire qui dégringole pour la colonie. Et après, c'est sans fin. Donc les frelons, forcément le nid il augmente en taille, la prédation elle va augmenter si on n'a pas trouvé le nid, et ainsi de suite. Donc là on s'aperçoit que si on n'a pas mis de muselière, ou du moins de protection devant les ruches, ça va s'écrouler, et puis là on perd la ruche. Hein. Même des fois sans aller jusqu'aux abeilles d'hiver. Alors, si on travaille avec des muselières, donc il y a un delta, hein, forcément, suivant l'efficacité des muselières et l'agressivité des frelons, je pense, on arrive quand même à maintenir une activité qui est environ de 60% au minimum. Voilà. Donc ça permet donc de protéger les colonies, donc de tenir le frelon à une distance de la planche d'envol, et ça permet de sauver il y a une estimation de 51% de survie des colonies grâce à ça. C'est hyper important. Donc après, on a déjà vu, vous avez tous déjà croisé ou installé ce type de protection, donc les muselières à tubes, les muselières du commerce en matière plastique. Maintenant, ils ont même été obligés de doubler la maille, parce que les frelons, ils deviennent plus malins et ils rentrent dedans, ils franchissent. Les grillages, là, il y a encore un nouveau modèle. Et puis après, il y a un peu des protections, on va dire, plus collectives pour des groupes de ruches avec des filets. Les filets, peut-être, moi, personnellement, j'utilise des filets.
Et je pense que les filets, il faut filer au grillage sur des ruchers couverts. Il faut peut-être plusieurs couches avec des mailles plus fines vers les ruches et un peu plus larges avant. Parce que les frelons, en fait, ils s'habituent très rapidement et ils arrivent à trouver des palliatifs pour toujours attraper les abeilles. Là, on voit une porte verte. Donc, pour rappel, les portes vertes, il faut les mettre en fin de saison. Il ne faut surtout pas les mettre en début de saison parce que vous avez les miellés et tout ça. Et donc, comme l'entrée elle est vraiment très restreinte, ça va créer des frottements sur les abeilles, hein, la cutitine des abeilles, et transmission de maladies en miellé. Donc, c'est à mettre en fin de miellé, on va dire début septembre. Voilà. Et cette porte verte ne suffit pas. Hein. Une porte verte, c'est pas une muselière. Hein. C'est en complément. Voilà, donc là, on va retrouver, c'est pareil, un petit peu les ruches avec les harpes. Alors ça, c'est une photo, c'est peut-être le début des harpes, ça. Hein. Donc il y a beaucoup de harpes. Ouais, donc il faut mettre une harpe pour 3 à 5 ruches, on va dire. Ça permet de faire des économies d'appât pour les pièges. Parce que mine de rien, depuis cette année, pour le département des Vosges, par exemple, on est obligé de on a une grosse poussée de frelons. On est obligé de piéger de plus en plus. C'est des pièges avec les attractifs, bière, vin, etc. Il y a un coût aussi. Une fois que vous avez une harpe, moi je pense que c'est un bon investissement. Donc, ouais. Donc là, on va retrouver donc les ruchers. Donc là, on protège et on défend le rucher avec les harpes. Si on a une pression forte donc du frelon et qu'on a des ruches protégées, on va voir la barre noire. Donc on a un pourcentage de mortalité, enfin la survie en fait. J'ai dit des bêtises. La ruche non protégée est en noir et la ruche protégée est en gris. Donc si on a une forte densité, enfin une forte pression de frelons sur nos ruchers, est-ce qu'on a des protections par des harpes en plus des muselières, on va garder un taux de survie des colonies proche de 80%. Que si on n'a pas mis de harpe, on diminue quand même. Parce que malgré tout, avec les muselières, on a quand même une pression quand même du frelon. Et ce qui est intéressant aussi, hein, on a une basse prédation des frelons, basse densité de frelons sur la zone. On s'aperçoit qu'en fait, les ruches qui sont non protégées vont bien se porter, contrairement aux ruches sur lesquelles on aura mis des harpes. Je ne suis pas dans le secret de l'extraction de cette étude-là, mais on s'aperçoit que en fait, les harpes, il faut les mettre que s'il y a besoin. En général, il y en a besoin parce que je crois qu'on a tous des frelons. Le plan national de lutte, je te relaisse. La suite. Si. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé comme ça, un petit peu évoqué. Alors, par rapport au plan national de lutte, c'est l'organisation qui s'est faite. Donc là, on arrive dans le cœur du sujet, on arrive chez nous. Depuis quand même 2015, donc si je compte bien, il y a 10 ans qu'on a commencé à se réunir, à se dire on va faire quelque chose parce que le frelon, on ne va pas le laisser se développer. Dans le coin ici de Nancy, il y avait juste les 2 premiers nids. Nancy est maintenant en veille. Après, il y a été des présentations. Si on arrive en 2019 avec la proposition d'un part, c'était quand même quelque chose d'un plan d'action régional, c'était quelque chose d'important concernant le frelon dans le Grand Est. Je crois que c'est resté lettre morte. 2020 demande pareil de financement chez les Safredons. Ça nous emmène ici, ça ne rentre pas dans le cadre des financements de l'État. Donc ça veut dire qu'il faut se tourner vers nos mairies, les Comcom, le conseil départemental, le conseil régional. Ils répondent volontiers à la demande, hein, mais il faut les solliciter et surtout, il faut leur montrer que ce n'est pas qu'un problème d'apiculteurs, c'est aussi un problème qui va toucher la population.
Et en ce moment, il y a beaucoup de cas de montrer que les gens qui ne sont pas spécialement apiculteurs peuvent avoir un nid de frelons chez eux et peuvent être impactés, se retrouver aux urgences. Il y a quand même plusieurs cas, je pourrais vous en donner si tout à l'heure on peut en reparler. J'ai rien avant. Non, j'ai pas loupé quelque chose. Non, ça va. Ici, bon, ça ce sont les gros acteurs. Donc c'est tous les gens qui participent à la limite à la lutte. Ils font des projets, ils ont des idées, voilà. Pour l'instant, je crois qu'on fait beaucoup appel au bénévolat, aux bonnes volontés pour s'engager dans la lutte. Hein. Mais on a besoin de ces soutiens qui sont ici notés. Voilà. Et c'est bon, c'est le comité de pilotage dit national. Donc après, il faut le redécliner au niveau de la région. Pour l'instant, il n'existe pas. Au niveau départemental, chez nous, il y a quand même quelques départements qui ont décliné, ils ne cochent pas toutes les cases, mais ils ont quand même décliné le plan national au niveau départemental. Les objectifs et les enjeux, évidemment, sont mis en tout premier, justement parce que ce n'est pas qu'un problème d'apiculteurs. Il faut penser à la protection des populations, la DDPP, hein, elle est dedans, la protection des ruchers, parce qu'évidemment, il faut les protéger. Et puis le suivi des frelons, parce que quand on veut aller demander quelque argent à nos maires, communautés de communes, etc., il faut quand même leur prouver, comme on a dû prouver que le varroa était bien dans les ruches, là, il faut aussi leur prouver que le frelon, il est bien chez nous. Donc, il y a du comptage à faire de ce côté-là également. Donc, il faut évidemment penser au piégeage de printemps. C'est quelque chose qui est très, très important et qui n'a été reconnu que depuis 3 ans. Donc on a très peu de recul malgré tout. Mais on peut constater que cette année, il y a quand même eu beaucoup de remontées, même si c'est insuffisant. Protection des ruchers, ben évidemment, il faut continuer de les protéger, on est en plein dedans. Là, si on ne protège pas nos ruches du frelon, ben comme tu l'as dit et comme tout le monde l'a dit, elles vont pas passer l'hiver, ou alors très mal, et puis au printemps, ben, il n'y aura pas eu assez d'abeilles d'hiver. Et elles auront du mal à sortir au printemps avec suffisamment de monde pour les butiner. La destruction des nids, évidemment, parce qu'il y a des problèmes sur les ruches et des problèmes au niveau du public. Donc, il faut que tout ça soit pris en compte. C'est le gros problème actuel, c'est de faire détruire les nids. Si on a un nid chez un apiculteur, ben, l'apiculteur, il va le faire détruire parce qu'il faut protéger ses ruches, c'est d'accord. Mais s'il est dans un arbre chez un particulier, il va falloir lui demander de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, un acte citoyen, et dépenser un petit peu d'argent. Comment fonctionne le département? C'est un exemple, mais c'est donc une déclinaison du plan national au niveau du département. Il faut un comité de pilotage, on appelle ça un COPIL en réduction, hein, un COPIL, avec des référents. Alors, ça peut être référents départementaux et référents locaux, mais ça peut être référent piégeage, référent destruction. Mais là, bon, il faut faire un petit peu, je me permets de le dire, attention, parce que les désinsectiseurs auront envie aussi de prendre la main sur les GDSA. C'est peut-être pas comme ça qu'on va les laisser faire. Il faut aussi des désinsectiseurs qui signent la charte de bonne pratique des destructions. C'est quand même important de s'assurer que c'est pas fait n'importe comment. On a vu tout à l'heure avec les pyrètres et les différences, retirer le nid ou pas le nid. Évidemment, là-dessus, il y a ce petit engrenage qui me plaît bien, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, il fonctionne bien. Donc si on prend du côté des sous, c'est le nerf de la guerre, hein, on a des sous, il nous faut des gens, même pour aller chercher avec la télémétrie et la triangulation, il nous faut du temps. On est tous des bénévoles ou presque, et il faut en donner, et on arrive à atteindre nos objectifs. On repart dans l'autre sens. Pour atteindre nos objectifs, il nous faut du temps, il nous faut des gens, il nous faut des sous. Donc on le prenne dans un sens ou dans l'autre, il fonctionne. Ça veut dire qu'il est bien fait. Donc, les sous, il faut aller les chercher. Je vous l'ai dit, pour l'instant, l'État, on va le voir juste après, je crois. Pas encore. Alors, je remonte là. Il faut donc aller voir nos maires, nos conseillers,
Il y a des élections, je crois que c'est l'année prochaine. On ne fait pas de politique, mais il faut quand même s'intéresser aux gens. Les maires ne sont pas spécialement d'un parti ou d'un autre, et c'est la base de notre démocratie. Donc c'est peut-être des gens qu'il faut aller voir pour leur expliquer, au moins leur dire, ben, le frelon, ça commence à poser des problèmes. Voilà. Si on continue dans le plan, dans la déclinaison, eh ben vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les fameux référents locaux qui sont aussi tous des bénévoles. Donc c'est eux qui vont éventuellement préparer le piégeage de printemps, faire le maillage du territoire dont ils s'occupent, faire poser des pièges. Bon, il y a des renseignements qui sont plus ou moins donnés parce que justement, les remontées sont encore insuffisantes. Et pourtant, il y a déjà des choses de bien remplies. On voit l'Alsace qui a été touchée que depuis 2 ans. Ça y est, ils ont déjà fait pas mal de choses. Mais d'autres aussi. Hein. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas assez de retour de la part de tout un chacun. Bon, ceux qui sont ici, ils l'ont peut-être donné, mais j'en sais rien. Hein. Je peux juste me permettre. Oui. On a une carte là avec vraiment une densité de référents qui est complètement différente d'un département à l'autre. Ouais. Ce qui aussi explique les politiques différentes entre départements. Aussi. C'est-à-dire que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui font rien et qu'il y en a qui font tout. Oui, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Voilà. Oui, ben, je l'ai dit. Hein. C'est lié à pas mal de choses. Ouais. On a vu les décisions des pouvoirs publics, etc. Oui. Tout le monde ne coche pas toutes les cases, mais tout le monde fait quelque chose. On peut pas dire ça. Bon, là, encore des chiffres comme ça. Et comme c'est noté en bas à votre gauche, c'est encore insuffisant. Et pourtant, les chiffres sont déjà parlants. Si on prend pour le département ici, il y a déjà quand même pas mal de nids signalés et détruits. C'est pratiquement la même chose. Mais il y en a d'autres. Et il y a des gens qui piègent, mais qui ne le disent pas. Et il n'y a pas de référents locaux partout. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Donc, bon... Mais tout ça pour lutter contre le frelon, hein, c'est pas juste pour se faire plaisir, hein, c'est quand même lutter tous ensemble. Les résultats du piégeage de printemps aussi, bon c'est pareil, c'est un petit peu diffus, mais il y a quand même des remontées. Et toujours pareil, bon il y a... Bon je vous laisse les apprécier. Voilà. Voilà. Bon, vous avez vu, on passe à la suite. Allez, alors ça, les actions réglementaires. Il y a eu une loi, on était tous contents, on était en réunion à ce moment-là. Ah oui, c'est bien, il y a la loi le 14 mars, tout ça, ça va endiguer, ça va être bien. Tout. Puis, on attendait le 15 septembre. On est au mois d'octobre, hein, 15 septembre, on s'est dit les décrets d'application vont être votés et tout. Ça n'y est pas. Donc, on va continuer quand même, parce que le frelon, lui, il ne va pas attendre les décrets d'application, il va continuer. Hein. Il ne sait pas lire, il ne sait pas ce que c'est que du public, du privé. Alors, le décret d'application, il ne sait pas non plus. Mais c'est à nous de bosser par rapport à ça. Je crois que je vais en finir, et puis après, on fait les questions. Tu n'oublies pas ce que tu veux me dire. Justement, Ah ben, tu gardes, on peut partir là-dessus. Donc là, c'est retardé. Bon, c'était le petit clin d'œil. Hein. Voilà. Et puis là, je vais laisser la place à notre collègue alsacien. Et je vous remercie en attendant. Tiens. Ouais. le bip, c'est justement là dessus. T'as le pointeur là. Ouais, là, tu fais avancer. Avancer et reculer. Ouais. Voilà, d'abord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, comme c'est écrit, je vais faire un petit zoom sur le Haut-Rhin. Voilà, donc nous, on a eu le frelon, le premier, signalé officiellement le 25 mai 2023 seulement. Donc on était le dernier département hexagonal de la France, hormis la Corse. Voilà, donc là, on a l'évolution des signalements de nids. Donc en 2023, ça c'est le premier cas, à Houssen, près de Colmar. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a eu beaucoup de frelons dans le sud du département plutôt que dans le nord.
Donc on a eu entre 15 et 20 nids déclarés et seulement 3% des communes impactées. Donc je rappelle sur lefrelon.com, donc ces cartes sont issues du site lefrelon.com. En bleu, ce sont les signalements d'individus et en dégradé de jaune jusqu'à brun très foncé, ce sont des signalements de nids. Voilà. En 2024, on est à 90 à 100 nids signalés et déjà 80 détruits et 16 communes impactées. Et cette année, on est maintenant à 230 nids, puisque cette diapo date d'il y a quelques jours, et 220 détruits. Donc on est aux alentours de 95% de nids détruits, et pratiquement un tiers des communes qui sont impactées par un nid de frelon asiatique. Donc on peut dire que le frelon à pattes jaunes a parfaitement réussi son invasion depuis 2023. Voilà. Et donc, je voudrais simplement dire que depuis 2023, on a créé un comité de pilotage, comme disait Liliane, avec les figures de l'apiculture du Haut-Rhin. Donc, membres de ce COPIL sont Daniel Bembenek, qui est présent dans la salle derrière, là-bas. Tu peux lever le bras si tu veux. Président de la Confédération. André Fry, président des syndicats Fédération des syndicats du Haut-Rhin. Roland Ruge, l'ancien président du GDSA, Thomas Turlet, l'actuel président du GDSA, Frédéric Chumnel, qui est TSA et pompier volontaire, et moi-même. Voilà, Sean. Voilà. Et donc, on a fait énormément d'actions depuis 2 ans. Et donc, on a mis en place du piégeage en achetant des pièges. On a fait énormément de choses, mais c'est toujours pas assez. Voilà. Ici, on a le nombre de fondatrices émergentes capturées. Donc, en 2023, on en a eu environ 10 à 20 capturées en 2023. En 2024, 90 à 100 environ. Et en 2025, on est officiellement vers 830. Et on sait qu'on manque énormément de signalements de capture de fondatrices. Donc, comme disait Alexis tout à l'heure, l'ordre de grandeur, c'est 10 en 2023, 100 en 2024 et 1000 en 2025. Donc, si ça continue comme ça, avec une multiplication par 10 tous les ans, dans 3 ans, on est à 1 million de fondatrices. Donc, ça n'arrivera probablement pas, mais c'est très inquiétant. Voilà. Alors, extrêmement important, c'est quand trouver les nids primaires. Donc, je voulais juste revenir, on a fait énormément d'actions. Par contre, moi, je trouve que l'autosatisfaction, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, là où il faut regarder, c'est ce qu'on n'a pas encore mis en place, c'est ce qui nous attend pour le futur. Voilà, donc c'est bien tout ce qu'on a fait, mais il y a beaucoup plus à faire. Et une des choses qu'on peut faire, c'est quand on a un calendrier de ce type-là, donc on a une fondatrice qui sort de terre aux alentours du week-end du 5-6 avril. Alors évidemment, toutes les fondatrices ne sortiront pas ce jour-là, ça c'est clair, c'est étalé dans le temps. Mais si elle sort là, elle fait son nid en 16 jours. Ça, on le sait. Donc en 16 jours, le nid il est fini. Donc, et après, on sait qu'elle fait les premières pontes dès le jour 2 ou 3. Au début de la construction du nid, là, il est possible qu'on voie même des œufs déjà dedans. Après 45 à 50 jours, comme vous a dit Liliane, on a les premières naissances. Et à ce moment-là, on est déjà avec une boule relativement grosse, de l'ordre de 10 à 12 cm, avec la fondatrice et une ouvrière. Et à ce moment-là, ça commence à être plus difficile d'enlever les nids primaires. Donc la période idéale pour découvrir et détruire les nids primaires, c'est du 20 avril au 20 mai environ. Après le 20 mai cette année, les nids commençaient à être trop gros. Donc nous, on a fait appel au département du Maine-et-Loire, Jean-Luc Denecher, qui travaille avec ce genre de pot à guillotine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très bien. Donc je vous présente juste. Donc en fait, vous avez un pot de miel de 1 kg qui est équipé d'une lame de guillotine.
Et en fait, vous avez juste à poser ça au plafond, quand le nid est bien placé, évidemment, avec la fondatrice dans le nid, évidemment. Et après, juste, je parle un peu fort, de fermer, et la base du nid tombe avec la fondatrice dedans. On peut même mettre un petit cadenas, c'est prévu, si vous transportez ça dans la voiture plus tard. Il y a un petit trou qui est prévu pour un cadenas. Voilà. Moi, j'ai équipé tous mes référents avec un piège de ce type-là. Donc là, j'en profite pour dire merci à Daniel Wurtz, Jérémy Wurtzel, Martial Pfleger qui sont venus aujourd'hui et qui font partie de l'équipe de référents du Haut-Rhin. Voilà. Et donc l'idée, ce serait de créer une semaine frelon asiatique, quelque part à la mi-mai, et demander à tous les particuliers, propriétaires d'une maison, de faire le tour de chez eux. Et là, il faudrait communiquer, sensibiliser via des médias pour trouver plus de nids primaires. Ça, d'après moi, ça nous permettra de trouver beaucoup plus de nids primaires. Voilà, donc ça, c'est la fameuse guillotine. Alors, c'est peut-être moi qui parle un peu trop fort. Voilà, et une chose qui me tient à cœur, donc, comme Pascal vous l'a dit, il pensait que pour lui, la protection des ruches, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je suis un peu en désaccord avec ça, Pascal. Je crois qu'on a tous le droit d'avoir nos opinions. Pour moi, donc, avoir la présence d'un nid proche de son rucher, c'est la même chose que d'avoir une inondation. Donc, vous avez une inondation, vous avez le robinet ouvert, l'eau coule, et puis, en fait, la protection des ruchers, et venir taper tous les jours avec, par exemple, une raquette de badminton, c'est la même chose que d'éponger par terre toute la journée. Ce qu'il faut faire, c'est fermer le robinet. Donc, le plus important, c'est de trouver le nid. Après, les deux sont complémentaires, évidemment. Mais pour moi, c'est trouver le nid qui est le plus important. Donc, juste un petit sondage. Qui a déjà utilisé soit un filet, soit une raquette de badminton? Levez les bras. Donc, il y en a déjà pas mal. L'autre technique, c'est les pots à mèche. Voilà. Qui a déjà utilisé le pot à mèche? Voilà, on est beaucoup moins. Qui a déjà trouvé un nid grâce à ces pots à mèche? Voilà. Donc, il y a 3 personnes qui ont utilisé le pot à mèche et qui ont déjà trouvé, incluant moi. J'en ai trouvé 4 cette semaine quand même. Voilà. Oui. Ça peut être long, ça peut être rapide. Hier, j'en ai trouvé un en 1 heure, 1 heure et quart. Mais c'est parfois plus long. Donc, comme disait, je crois que c'est Pascal qui a fait la présentation du pot à mèche. Là, vous avez un filet. Donc, il faut prendre le filet relativement grand parce que comme ça, donc je suis désolé, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Donc il faut un filet suffisamment grand pour attraper l'ouvrière, le frelon, et replier pour pas qu'elle s'échappe. Ensuite, le marquage. Moi j'ai créé une cage, comme pour marquer les reines, un peu plus grande, pour avoir une plus grande facilité de marquage du frelon. Ça c'est un frelon que j'ai marqué avec mon collègue Joseph Muth. Et grâce à ce frelon-là, on a trouvé en 3 heures un nid à 350 mètres de distance du pot. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on marque le frelon. Là, vous voyez une petite marque rose grâce à ce marquage. Et après, on fait le chronométrage entre le pot à mèche et le nid. Et le frelon fait des allers-retours. Et nous, on a eu 5 allers-retours à 3 minutes, plus ou moins 10 secondes. Et ce qui a permis de dire, avec 3 minutes fois 100 à 120 mètres environ, on est allé en direction du nid, on a trouvé le nid. Et là, ce qui pourrait être vraiment bien, c'est soit de rapprocher les pots à mèche successivement, c'est ce qu'on a fait hier, ou de faire des recoupements à partir de différentes positions. Là, c'est l'exemple à Blotzheim.
et ce qui permet de trouver un nid. Et trouver un nid, ça permet de le détruire par la suite. Voilà. Donc, je passe. Je termine avec juste la proposition de seringues d'adrénaline. Donc, nous, on a fait le tour de beaucoup de mairies et de Comcom et on leur a notifié. Donc, on a eu l'histoire d'un premier adjoint d'une des communes du Haut-Rhin qui a perdu l'année dernière sa sœur. Il est très engagé dans la lutte contre le frelon. Et bon, il a perdu par une piqûre de frelon, hein, évidemment. Et il disait souvent que, en fait, il ne faut pas se focaliser seulement sur les dommages aux abeilles et aux ruches, mais aussi mentionner les accidents possibles auprès de la population. Donc, mettre éventuellement à disposition des seringues d'adrénaline, comme les défibrillateurs, ça serait une possibilité. Maintenant, ça sera probablement adopté dans 5 à 10 ans, mais si la politique le veut bien, ça pourrait être fait dans 3 semaines. Voilà. Moi, je dis juste ça comme ça. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Il y a des limitations. Donc, la dernière chose, c'est nous avons fait un arrêté préfectoral avec donc, monsieur le préfet du Haut-Rhin, ça devait être en avril. Il l'a ratifié le 19 mai 2025. Cet arrêté, pour moi personnellement, n'est pas satisfaisant parce qu'il est un peu comme la loi, il est assez vide, mais c'est un début. C'est vraiment un début dans le sens où c'est une première étape qui va nous permettre d'aller plus loin et on aura des réunions avec l'équipe du préfet, etc. Avec beaucoup d'administrations du type OFB, ONF, Brigade Verte, pompiers, etc., dès le début de l'année prochaine. Voilà, donc c'est une première étape. Je passe... Pardon. Voilà, je crois que... Bonjour à tous. Donc, Lionel Dumanois, président du GDS de la Meuse. Donc, nous, en Meuse, on a prévu une lutte qui n'est pas intégrée de la même façon que d'autres personnes. Par contre, on finance auprès de nos adhérents GDS des pièges sélectifs. Pour reprendre un exemple, on a des pièges Bivital. Ils sont facturés aux adhérents 15 €. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on a décidé de lutter contre le frelon asiatique directement. Donc pour l'instant, on ne les cherche pas encore, mais par contre, on lutte contre. Donc je vais arriver, je pense, normalement, si j'y arrive. Hop là. Donc voilà, donc sur la Meuse, petit département oublié du centre du Grand Est, on a formé 16 bénévoles en certibiocide. Donc on a des personnes qui ont été formées certibiocide. On a été formés par des gens qui, en plus, étaient destructeurs de frelons depuis les années. Et on les a équipés de certains équipements, combinaisons. Une combinaison, ça vaut dans les 500 €. D'une poudreuse, 260 €. D'un lanceur de type paintball, parce que quand à un moment donné le bras est trop court, on ne peut pas laisser un nid, donc on les tire au paintball. Et on a aussi sur le département, on a acheté des cannes de 15 mètres. Donc on a 2 cannes, une dans le sud meusien, une dans le nord meusien. Bon, les cannes, c'est pareil, elles font 15 mètres. Quand le nid est à 16 mètres, on ne l'a pas. Donc, on prend le paintball. Donc, tous ceux qui sont en train de décrier les paintballs, machin, etc., je dis, venez sur le terrain et on verra après ce que ça donne. On utilise, dans la majeure partie du temps, des produits, malgré tout, qui sont à base de pyrètres naturels. On n'est pas là non plus pour intoxiquer les gens. Il faut savoir que les pyrètres naturels sont moins toxiques pour les humains et que les pyrètres de type de synthèse, comme on a vu tout à l'heure, sont hyper toxiques, même pour les personnes à sang chaud. Et à ce qui paraît, ça fait tomber les cheveux. Je sais pas. Donc voilà, donc là, je sais pas, je vais être intoxiqué aussi. Tiens, Pascal, t'en as pris aussi un petit peu. Donc nous, le résultat cette année, c'est on était à 300, pas loin de 300 pièges, 300 nids détruits, pardon. Donc les 300 nids détruits
On va être à plus, hein, parce qu'il y a encore les feuilles dans les arbres, etc. Là, j'ai des collègues qui en détruisent, ils en ont détruit encore 4 hier, etc., etc., etc. Donc le principe, c'est de détruire et d'aller traiter les nids jusqu'au mois de, on va dire, novembre presque, parce qu'on s'est aperçu qu'au mois de novembre, il y avait encore des fondatrices dans les nids. Donc même si on met quelques billes dans le nid, machin, etc., qu'on en tue 3 ou 4, ça a 3 ou 4 de détruits. Ensuite, les gens qui veulent enlever le nid. Hein, normalement, le nid, quand il est poudré, quand il est tiré au paintball, il faut laisser quand même 2 à 3 jours pour le nid en l'air, pour que les frelons reviennent au nid et s'intoxiquent. Maintenant, moi, je vois des gens qui me disent je vais enlever le nid. Bah, pas de problème. La destruction, on la facture 30 €, nous. Par contre, pour enlever le nid dans un arbre à 25 mètres, c'est une location de nacelle, c'est 800 €. Donc, je voulais l'enlever, c'est 800 € maintenant en plus. Il est bien où il est. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc nous, au niveau de la Meuse, on n'a pas fait, on a eu un mauvais tour à une époque. La remontée de comptage des piégeages des rennes au printemps, hein, au tout début du printemps, ça ne marche pas chez nous. Hein, on a essayé. Donc on arrête de perdre du temps avec ça. Donc j'ai aucune stat à vous montrer là-dessus. Les gens piègent. Par contre, les remontées d'informations, c'est 0. Donc on ne va pas perdre de temps. On a décidé donc de faire de la lutte dans un premier temps, printemps, pas printemps, mais été et automne. Et au printemps et à l'automne, on fait du piégeage grâce aux pièges qu'on peut acheter, etc. Alors on a, moi je rigole avec mes collègues des fois, on est le département, on va dire qu'on est le plus pauvre de la Lorraine, du Grand Est, mais par contre on a eu une chance, c'est qu'on a récupéré des subventions. Alors, on n'a pas des subventions départementales, régionales, on en a un petit peu, hein, mais le plus gros de la subvention, c'est la subvention privée. Et là, il faut savoir que, grosso modo, un bénévole, c'est 2500 €. Hein, juste pour info comme ça. Donc, ça commence à faire des sous. Et en plus, ceux qui tirent mal, des fois, ils nous bouffent des billes. Donc là, c'est pour ça que l'année prochaine, on est en train de prévoir le système, là. On a des visées laser, donc ça fait un laser vert qui se voit même la journée, hein, c'est super bien. On va les installer sur tous les paintballs avec un réglage spécifique. Et je vous assure que quand vous visez le point, la bille va dedans. À 15-20 mètres, il n'y a aucun problème, quoi. Alors, moi, quand j'entends aussi dire, ouais, le paintball, machin, on a retrouvé des vaches avec des billes dans la panse, les mecs, c'est pas des zootechniciens. Hein. Une bille de paintball, c'est hydrosoluble, etc. Ça se dégrade très vite. Alors celui qui a retrouvé des vaches avec des billes de paintball dans la panse, je ne sais pas où il les a vues, mais peut-être dans un rêve. C'est des gens en Bretagne qui ont sorti ça d'une organisation, je tairai le nom. Voilà. Alors, nous, piégeage, on ne fait pas de comptage, hein, de machin, et on remet toutes nos informations sur le frelon.com. Alors moi, j'ai un gars, et j'ai aussi une secrétaire, hein, alors pas ma secrétaire à moi, mais du GDS, ils saisissent régulièrement les données sur le frelon.com. Parce que si on demande aux apiculteurs de saisir les données, ils ne le font pas. Hein, il n'y a pas de retour d'information, il n'y a pas de saisie de données, il n'y a rien. C'est super compliqué. Et si on avait une belle carte tout à l'heure, je ne vais pas revenir en arrière, avec des frelons, des zones de destruction des nids, etc., c'est parce que c'est nous qui les avons saisis. Ce n'est pas les apiculteurs. Et là, il faudrait que chacun un peu prenne le taureau par les cornes, parce que nous, quand je dis nous, c'est le président, c'est le vice-président, et c'est un secrétariat GDS qu'on paye. Donc c'est quand même de l'argent qui part encore pour autre chose. Alors que si chacun faisait son boulot, ça serait super pratique, quoi. Voilà. Donc, dans les années à venir, il nous reste encore un peu de sous les subventions. On va faire tourner un peu notre business. Alors, il faut savoir qu'aussi, je reviens sur les 30 € tout à l'heure. 30 €, c'est quand on intervient auprès des mairies. C'est quand on intervient auprès de particuliers, parce qu'on a des particuliers qui nous appellent, où les pompiers nous disent « j'ai un appel, est-ce que vous pouvez y aller ?» Que les pompiers ne se déplacent plus. Hein, donc, en tout cas en Meuse. Maintenant, pour les apiculteurs adhérents GDS et pour les adhérents GDS multi-espèces, qu'ils soient ovins, bovins, éleveurs d'escargots, etc., on intervient chez eux, c'est gratuit. Hein, pour tous les membres du GDS. Donc là, c'est adhérent en Meuse, ouais. Ah oui, il faut venir en Meuse. C'est le département de la Meuse, c'est pas le Grand Est. Ah bah si, c'est cuit. C'est cuit. Alors,
tout à l'heure, on avait notre collègue donc alsacien qui nous montrait les piégeages de fondatrices multipliés par 100 tous les ans, c'est ça, je crois. Hein, par 10. Voilà. Nous, depuis le temps qu'on suit le frelon asiatique, donc ça fait plus de 10 ans, ça fait 14 ans maintenant, on est arrivé, alors on compte en nids détruits, nous, hein, depuis des années. La première année, c'était 2 nids détruits, après c'était 5, etc. On a grosso modo, selon les années, un facteur de multiplication entre 2 et 3. Cette année, on va être à presque 5. C'était une bonne année pour eux, pas pour nous. Voilà. Donc voilà, donc on est des bénévoles. Tout l'argent de subvention va dans la destruction, dans le piégeage, etc. On évite d'avoir des réflexions, des machins, etc. On a fait aussi un truc parce que le GDS n'est pas tout seul à se battre contre le frelon asiatique. Hein, on a fait un comité de pilotage avec les différents syndicats apicoles sur l'ensemble du département. Donc c'est un comité de pilotage qui n'est pas encore reconnu par la préfecture. Donc il y en a qui ont un bel arrêté préfectoral, mais on n'a rien. On n'a encore pas rencontré le préfet. Hein, et on est en train de voir pour contacter l'ensemble des acteurs locaux, alors des agriculteurs qui sont hors GDS, des gens de tout ce qui est ONF, etc., les arboriculteurs. Là, cette année, moi-même, j'ai détruit, je crois, 3 ou 4 nids chez des arboriculteurs. Donc, quand ils secouent les mirabelliers, ça tombe et là, tout le monde se barre en courant. Hein, il faut savoir qu'il y a eu quand même pas loin de 50 piqûres sur une petite zone près de la Madine, là, quand ils cueillaient les mirabelles, dont une famille complète, 35 piqûres d'un coup. Hein, le nid est tombé, ils ont pris cher. Hein, et il y a une personne qui a dû prendre 12 ou 13 piqûres à elle toute seule. Donc c'est super dangereux comme, il n'y a pas que pour nous. Et je vous assure que, je sais pas, il y en a qui sont déjà fait piquer dans la salle, là. Oui. Ah, ça calme. Hein. Moi, j'ai eu 3 piqûres sur le bras, là. Ça a brûlé pendant 10 heures. Hein. Ah, ça chauffe. Donc, quand on voit des fois sur Internet les gens qui disent « Oui, mais ça pique pas, c'est comme une abeille, machin, etc. » Bah, faites-vous piquer, puis vous en parlerez après. Hein. Hein, c'est des grosses abeilles, là. Donc, voilà. Donc, comité de pilotage avec plusieurs de personnes, avec plusieurs groupes de réflexion. On essaye de divulguer l'information, de diffuser l'information au maximum, de manière à ce que chacun soit au courant de tout ça. Parce qu'on a quand même de plus en plus de personnes qui sont piquées chez eux. Hein, c'est dans un petit moulin en bois qui décore sur la terrasse. C'est dans un coffre en plastique, c'est tout ça. Il y a les arboriculteurs. Moi-même, en cueillant l'autre fois les cerises, je veux cueillir une cerise. J'ai une lumière, je regarde derrière, un frelon en train de manger de l'autre côté. Donc, j'aurais pu l'accueillir, la prendre dans la main, c'était bon, quoi. Et on a eu des apiculteurs pros qui ont eu aussi, c'était l'an dernier, un terrain qui faisait 3 hectares avec des ruchettes de fécondation. Et il dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une grosse prédation. Et ben, ils ont trouvé dans un pommier à 4 mètres de hauteur un nid. Mais on l'a trouvé quand il n'y avait plus de feuilles, quoi. Hein, il l'a pas. Donc, c'est vrai que ce que disait notre collègue alsacien, c'est qu'il faut chercher les nids. Mettre des harpes, faire du badminton, etc., c'est trop tard. Hein, si on trouve les nids, si on fait un gros forcing sur la recherche des nids, c'est gagné. Si on piège les femelles, les fondatrices au printemps, c'est gagné. Si on les piège à l'automne, c'est gagné. Hein, c'est comme une carie. Si on se brosse bien les dents tous les jours, on n'a pas besoin d'aller chez le dentiste. C'est le même principe. Hein, et moi j'ai vu, alors c'était il y a 3 ou 4 ans, sur la bordure Meuse, il y a un mec qui est venu avec un drone pour faire un nid de frelons. Il a facturé à la personne 1 100 €. Avec un drone, c'était au tout début des drones. Hein. Le mec il est arrivé, 1 100 € le nid. Quand il faut faire un crédit pour payer le nid, c'est... Ah bah là, il a gagné sa journée, lui. Bon, un drone, c'est 15 000 € presque, hein, neuf. Hein, donc voilà, faut... Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je pourrais parler des frelons toute la journée. Si vous avez des questions, on pourra les aborder par la suite. Merci de votre écoute.